Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Agnès Chanu et je suis la présidente du Cercle, une association pour la promotion de la francophonie et du plurilinguisme basée à Vienne. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour cette discussion en français au Palais Hofburg, ce lieu emblématique et historique de la diplomatie. Vous le saviez sans doute, à l'issue du congrès de Vienne, qui s'est tenu ici même en 1814-1815, l'acte final a été rédigé en français. Langue qui commençait à supplanter le latin comme langue universelle de la diplomatie. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui joue ce rôle. Langue officielle de 67 pays. C'est son statut de langue commune utilisée par défaut qui lui donne ce monopole dans de nombreux domaines comme le commerce, la recherche et la diplomatie. L'influence de la culture anglophone, notamment à travers les médias, le cinéma, la musique et la littérature, a contribué à la popularité de l'anglais dans le monde. Pourtant, des voix s'élèvent pour une plus grande utilisation du français dans les discussions internationales. La francophonie forme une communauté linguistique d'importance, rassemblant 29 pays, dont c'est la langue officielle ou co-officielle, auquel il faut ajouter 7 autres pays où il est parlé au quotidien par plus de 20% de la population. De nombreux diplomates, et notamment les Autrichiens, maîtrisent parfaitement cette langue. Alors, qu'apporte l'usage du français dans les discussions internationales? Pour en débattre, nous avons réuni 4 ambassadeurs basés à Vienne ou venus de Genève qui vont nous livrer leur témoignage sur la place du français et du multilinguisme dans les discussions internationales. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, Henri Monceau, qui est le représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne, depuis le 15 mai 2023, fonction qu'il avait également assurée entre 2017 et 2020. Et entre-temps, il a été directeur de la francophonie économique et numérique de l'OIF. Au sein de la francophonie, il a aussi travaillé comme coordinateur programmatique et scientifique du 2e Forum mondial de la langue française. Ainsi, il a été également membre du comité de pilotage du réseau d'innovation francophone. Il est titulaire de plusieurs masters de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et du CNAM, et master économie et gestion. Et il a également, si mes informations sont bonnes, vous avez étudié l'histoire médiévale, c'est bien ça, à l'Université catholique de Louvain. Ensuite, son Excellence Madame Caroline Vermeulen, qui est depuis 2022 l'ambassadrice du Royaume de Belgique auprès de la République d'Autriche, mais également de la République slovaque, de la République de Slovénie et de la Bosnie-Herzégovine. Elle est aussi représentante permanente auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne. Elle rejoint le service diplomatique du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique en 1997. Elle a été en poste depuis à Pékin, Taipei, Moscou, Tokyo et Bruxelles. Elle possède une maîtrise en histoire contemporaine de l'Université catholique de Louvain et un diplôme en études européennes du collège. Oui, vous êtes croisés, exactement, mais pas la même histoire. Un diplôme en études européennes du Collège d'Europe. Elle parle le néerlandais, le français, l'allemand, l'anglais et l'italien. L'anglais et l'anglais. J'oublie. Monsieur Albert Dolé, Gueux Albert Dolé, est le représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales en Autriche depuis septembre 2021. Il est diplomate de carrière. En 2004, il entre au ministère ivoirien des Affaires étrangères, où il a occupé plusieurs postes à responsabilité, notamment il a été secrétaire général adjoint du ministère d'État au ministère des Affaires étrangères et directeur de la stratégie et de la planification. Il a été en poste en Côte d'Ivoire, en Égypte et au Soudan. Je ne vais pas pouvoir citer tous ses diplômes académiques, mais il est notamment titulaire d'une maîtrise de droit privé
de l'Université d'Abidjan-Cocody, d'un diplôme d'études internationales de droit humanitaire de San Remo et d'un certificat de l'Institut coréen de formation et de recherche. Il est officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter l'ambassadrice Delphine Orno-Pueza, qui est depuis 2022 également ambassadrice représentante permanente de la France auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne. Auparavant, elle était directrice des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle a déjà été affectée à Londres, à Hong Kong et Paris, et elle a suivi un cursus de sciences politiques et sociales à Paris et Berlin. Elle parle français, allemand, anglais et a des notions de tchèque et de chinois. Pour commencer cette discussion, j'aimerais aborder les pratiques de francophonie au sein des organisations internationales. Et je voudrais me tourner vers la Belgique pour lui demander de nous dresser un portrait, la Belgique, pour nous dresser un portrait des pratiques linguistiques ici à Vienne, et notamment au Centre international, lors des discussions entre diplomates. Bien que l'anglais soit généralement prédominant, est-ce qu'il y a des cas spécifiques où d'autres langues sont utilisées? Est-ce qu'il y a des organisations internationales où on parle plus d'autres langues? Voilà. Bonjour à tous. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir convié à ce panel. Par rapport à votre première question, bien sûr, officiellement, vous savez que l'ONU assure l'interprétation dans 6 langues officielles, étant l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Ces services d'interprétation permettent une communication claire et concise entre les participants sur les questions majeures et quelque part c'est un moteur d'égalité linguistique. Aussi, au sein du CTBTO, le multilinguisme est un sujet qui est fort mis en avant, mais pour une organisation de la taille du CTBTO qui n'est pas très grande, ce n'est pas facile, c'est assez compliqué d'assurer une traduction de tous les documents, y compris les documents très techniques, dans toutes les langues et tout le temps. Et il ne faut pas oublier que cette traduction et cette interprétation a également un coût. Donc c'est important de promouvoir le multilinguisme auprès des institutions internationales, mais cela a également des conséquences, notamment en matière financière, sur le budget et en matière de ressources humaines. Alors j'ai parlé des 6 langues officielles et c'est bien, mais cela veut quand même dire que de très nombreuses délégations ne négocient pas dans leur langue maternelle, ce qui pose un véritable défi en termes de précision, de rigueur de pensée, de nuance et d'efficacité des débats, et aussi de compréhension. C'est un problème qui vaut d'autant plus que dans des réunions plus informelles, souvent on est, comme vous l'avez dit aussi, on est dans une hégémonie et un monopole de l'anglais, qui certes est la lingua franca, celle qui est parlée, la langue commune au plus de délégations, mais ce qui fait aussi qu'elle souffre de la faible connaissance, et surtout dans les domaines techniques, de ceux qui la parlent. Et cette tendance, quelque part, au monolinguisme empêche l'inclusivité des négociations. C'est aussi difficile d'avoir des experts venant des capitales qui parlent suffisamment l'anglais pour pouvoir bien négocier ou aussi se mobiliser à l'échelle internationale. Par opposition, le multilinguisme permet un véritable dialogue et donne un accès à l'information et la possibilité de participer à cette construction commune que nous essayons de réaliser au sein des organisations internationales. Ce traitement égalitaire du plus de langues possible est très important et c'est d'ailleurs vraiment un élément clé de l'ONU qui est riche par sa diversité. Je voudrais peut-être aussi souligner une particularité ici à Vienne, et pas seulement, c'est la particularité du GAF, du groupe des ambassadeurs francophones, parce que normalement, dans les organisations internationales, on se regroupe plutôt par région, ou on se regroupe par valeurs ou intérêts communs, mais pas souvent
on se regroupe par langue, alors que justement le GAF représente une opportunité pour réunir des pays d'horizons très différents, de régions différentes, qui n'ont pas spécialement les mêmes valeurs, mais qui ont ce véhicule du français pour entamer un dialogue et pour échanger entre eux et finalement contribuer à une meilleure compréhension de la position des autres. Donc, je trouve que c'est un exemple très, très positif de comment il faut également promouvoir le français et le multilinguisme dans les organisations internationales. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez parlé du GAF et justement l'OIF soutient depuis plus de 15 ans la francophonie dans les organisations internationales à travers le GAF, mais également à travers le renforcement des compétences en langue française des diplomates et des fonctionnaires internationaux. L'OIF œuvre également au renforcement des capacités des services de traduction d'interprétariat. L'OIF a mis en place un dispositif de veille, d'alerte et d'action pour le multilinguisme et le français dans les organisations internationales. Et donc, il y a également, comme vous l'avez dit, le groupe des ambassadeurs francophones. Est-ce que l'ambassadeur Monceau pourrait nous en dire un peu plus sur le fonctionnement et les objectifs de ces groupes qui existent, donc pas seulement à Vienne ? Merci, oui. Volontiers. Un petit détour, si vous le permettez, mais d'abord remercier chaleureusement l'OTIS, pas seulement pour l'invitation, mais pour avoir organisé les panels de cet après-midi dans cet ordre-là. Commencer une conférence aussi importante en pointant un certain nombre d'enjeux transversaux comme notamment la question du multilinguisme, me semble fondamentale par rapport à l'essence même du multilatéralisme. Et je veux remercier chaleureusement le secrétaire exécutif Floyd et son équipe pour avoir conçu les choses de cette manière. Un petit détour donc historique sur ce qu'est la francophonie. Alors la francophonie, c'est une organisation africaine, puisqu'elle a été créée par 3 chefs d'État africains, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie et Amani Diori du Niger. Et ces 3 chefs d'État avaient pour point commun d'être les premiers chefs de leur pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Et l'objectif qu'ils avaient en créant en 1970 cette organisation, c'était de s'offrir, si je puis dire, un débouché multilatéral. C'était d'avoir une plateforme qui allait leur permettre de se connecter à ce système multilatéral en plein développement. Et c'est très important de se rappeler à la fois, évidemment, qu'il s'agit d'une organisation africaine et non pas comme on le pense souvent, et à l'inverse peut-être de nos organisations sœurs comme le Commonwealth, comme le CEGIB qui réunit les pays hispanophones ou la CPLP qui réunit les pays lusophones. C'est ici en sens inverse que se sont faites les choses depuis les pays anciennement colonisés vers les pays qui les avaient colonisés et d'autres encore, pour aujourd'hui former une communauté de 54 États et gouvernements membres de plein droit, 88 si on ajoute les États observateurs ou associés. Et l'intérêt, c'est vraiment d'être dans cette logique. Donc votre question porte sur les groupes d'ambassadeurs francophones. En réalité, il faudrait presque parler d'un intergroupe. Madame l'ambassadeur le rappelait à l'instant, le fonctionnement multilatéral est basé sur des groupes régionaux. La francophonie, parmi d'autres, permet de sortir de cette logique purement géographique ou géopolitique pour s'inscrire dans un espace de dialogue qui réunit des peuples venant, dans le cas de la francophonie, des 5 continents. Donc c'est vraiment la logique, à tel point que les GAF ont précédé la création de la francophonie elle-même, de l'organisation en tant que telle, puisque le premier groupe d'ambassadeurs francophones apparaît à New York en 1965, soit 5 ans
avant l'organisation elle-même et je pense 2 ans avant la première autre organisation francophone qui était l'association des parlements francophones. Donc voilà, un espace qui permet vraiment le dialogue, qui permet d'échanger sans aucune pression normative, dirais-je. La francophonie n'édicte aucune règle, aucun règlement, aucun édit d'aucune sorte. Donc il est tout à fait simple d'échanger et de créer finalement suffisamment d'implicite, suffisamment de consensus pour parfois pouvoir sortir peut-être de certaines impasses pour pouvoir aussi, je crois, envisager l'avenir. Alors je vais tenter de donner un exemple sur l'impasse et un exemple sur l'avenir. Alors l'exemple sur l'impasse, il est très récent, il vient de Genève. Vous savez peut-être que se tient encore cette semaine, se termine la conférence internationale du travail. Il y avait un gros blocage là qui portait sur le budget et qui était vraiment un blocage d'ordre culturel, je dirais, par rapport à un certain nombre de conceptions de fond. Et c'est l'ambassadeur du Maroc, coordinateur au sein du groupe francophone de notre coordination thématique sur l'emploi et la santé, qui a été chargé à la fois par le groupe africain, par l'organisation de coopération islamique et par la francophonie, d'être le médiateur. Une solution a été trouvée et vous avez vu dans la presse que le vote a été finalement positif, que le budget de l'organisation a pu être sauvé. Et donc c'est vraiment cette idée de médiation. Sur l'avenir, alors je pense évidemment au travail qui est fait ici. C'est un travail important parce que le politique et la politique internationale et multilatérale trouve son centre de gravité probablement aujourd'hui quelque part entre le débat culturel et le débat technologique. Vous savez qu'un pacte numérique mondial est en discussion, est en négociation actuellement à New York. Ça serait le premier texte à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'ensemble de la communauté internationale qui permettrait finalement de se donner une conception commune du développement numérique. Là aussi, la francophonie est à l'œuvre avec évidemment d'autres collègues. Je termine en disant, j'ai parlé de francophonie et c'est peut-être une facilité de langage de ma part parce que évidemment francophonie est aussi un synonyme de multilinguisme. Nous travaillons, nous, Organisation internationale de la francophonie, à chaque fois en français et dans les langues locales de nos pays, puisque aucun pays francophone finalement n'a une seule langue, bien entendu, et il est très très important de faire en sorte, vous l'évoquiez dans votre préambule, que les peuples soient associés le plus possible au débat politique international et multilatéral, et par conséquent que ça puisse se faire d'une manière qu'ils comprennent, et par conséquent que oui, les langues soient aussi au cœur de notre approche, de notre méthode de travail politique. Merci beaucoup. Merci. Donc vous l'avez dit, l'OIF est une organisation africaine. Donc je vais me tourner vers le représentant de la Côte d'Ivoire. Donc le continent africain, tout comme l'Union européenne, semble de l'extérieur présenter vraiment un bloc soudé au Centre international de Vienne et dans tout ce qui est négociation, les nominations à les postes clés, les grandes résolutions. On aimerait savoir si c'est le cas et comment ça se passe en fait entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Est-ce qu'il y a une distinction au sein du groupe africain entre ces groupes? Est-ce que vous pourriez nous décrire la dynamique au sein du groupe africain? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, à la suite de mes collègues, remercier le CTBTO pour l'organisation de cet événement et surtout d'avoir associé l'image de la Côte d'Ivoire à cet important événement. Ceci dit, pour répondre à votre question, je voudrais dire que au niveau des négociations des élections dans les instances internationales, comme l'a souligné le collègue tout à l'heure, le fonctionnement est sur la base géographique.
Autrement dit, au sein du continent africain, il n'y a pas de distinction entre groupe anglophone et groupe francophone. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas que ces deux communautés linguistiques sur le continent. Nous avons les lusophones, nous avons les arabophones, nous avons les hispanophones. Donc, deuxième raison, c'est que au niveau dans toutes les capitales, nous avons un groupe africain qui est chargé d'approcher tous les États partis pour les consulter et adopter une position commune en ce qui concerne les grands enjeux, les grandes questions internationales. Et ces négociations se font sur la base de la concertation. Et lorsque ces documents sont adoptés, c'est le président du groupe africain de chaque capitale qui prend la parole au nom du groupe africain. Donc nous ne faisons pas de distinction sur la base linguistique. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse, c'est très clair. Je vais me tourner maintenant vers la France pour une question vraiment spécifique à l'autisme. Le groupe de travail B de la commission préparatoire a plaidé en faveur de l'organisation de formations multilingues pour soutenir le renforcement des capacités des centres nationaux de données, les CND. De son côté, le secrétariat technique provisoire, le STP, a souligné l'importance de la mise en place d'événements régionaux. C'est ce qui a mené l'Autis à organiser en 2019, pour la première fois, pour les CND francophones à Madagascar, une formation. Et pour poursuivre dans cette direction, une seconde formation régionale francophone a été organisée à Niamey en mars 2023. Les 33 experts venus des 15 pays francophones ont souligné les bénéfices d'une telle formation, qui facilite les échanges et permet d'acquérir une meilleure compréhension des aspects techniques présentés par les experts du STP. Je veux savoir, à votre avis, l'utilisation du français et plus généralement l'utilisation du multilinguisme dans le cadre du renforcement des capacités techniques des États signataires du TIS, est-ce que c'est essentiel pour soutenir le multilatéralisme ? Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Et je suis très honorée de le faire naturellement devant une audience aussi large et aussi distinguée. Vous m'avez demandé pourquoi promouvoir le multilatéralisme. Je voudrais vous donner une réponse nourrie de plus d'histoire et de plus d'expérience que la mienne. Et je pense particulièrement important de le rappeler aujourd'hui, parce qu'en effet, comme vous-même, vous l'avez dit plus tôt, comme ma collègue, l'ambassadrice de Belgique, l'a souligné, le multilatéralisme est parfois vu, ou en tout cas présenté, comme un coût pour les organisations internationales et pour les États qui les font. Et ce que je voudrais dire, c'est que le multilatéralisme, dès la création des Nations Unies et même de la société internationale, bien qu'il ne soit pas nécessairement mentionné comme tel dans la charte, était un choix délibéré. Pourquoi délibéré ? Parce qu'il s'expliquait par une ambition, et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Cette ambition que porte le multilinguisme, c'est l'ambition de l'universalité. C'est important aussi dans le contexte du TIS et de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais, parce que le TIS, lui aussi, nourrit, et avec tout notre soutien, cette ambition de l'universalité. Et évidemment, je voudrais saisir cette opportunité pour souligner et saluer les efforts du secrétaire exécutif qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi et qui travaille précisément à cette universalité du traité. L'Assemblée générale des Nations unies a rapidement d'ailleurs explicité ce lien que nous ne devrions jamais oublier entre universalité et multilinguisme, en soulignant dans l'une de ses toutes premières résolutions, et je dirais même la deuxième, ce qui donne un peu la mesure de cette importance, que tout État a, je cite, « le droit et le devoir de se faire comprendre et de comprendre les autres ». Le multilinguisme est évidemment un moyen incontournable d'y parvenir. Par la suite, l'Assemblée générale a aussi souligné à diverses reprises que l'usage de plusieurs langues n'était pas une gêne, mais un enrichissement et un moyen d'atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies. En ce sens, et c'est un message qu'il faut rappeler, le multilinguisme est véritablement un corollaire
du multilatéralisme, ou si je veux le dire autrement, en des termes peut-être un tout petit peu plus simples, je dirais que le multilinguisme va de pair avec la diplomatie multilatérale. Il est un moyen puissant et efficace de réaliser une plus grande coopération internationale, comme dans le contexte de la coopération technique que vous mentionniez auparavant. C'est une réalité, c'est une évidence que les organisations internationales, et l'OTIS notamment, constatent chaque jour, notamment dans la mise en œuvre des programmes et des projets de coopération technique. Certaines organisations régionales ou interrégionales ne travaillent d'ailleurs qu'en français, ou essentiellement en français. Et donc, si l'OTIS veut coopérer de manière aussi efficace que possible, et c'est ce que nous souhaitons tous, avec ces organisations, elle doit être en capacité de mobiliser des ressources et des personnels parlant français. Cette certitude quant à l'importance du multilinguisme dans la réalisation d'une plus grande coopération internationale a d'ailleurs été exprimée haut et fort à l'occasion du 50e anniversaire des Nations Unies, et c'est notre héritage à tous. Dans une résolution qui fait du multilinguisme l'une des valeurs fondamentales de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont comme moi un goût très prononcé pour les résolutions, alors je vais vous livrer, si vous en êtes d'accord et si vous me faites le plaisir de la patience de m'écouter, je vais vous livrer quelques passages de cette résolution qui, je crois, gardent véritablement toute leur actualité et toute leur pertinence pour répondre à la question de savoir pourquoi nous devons aujourd'hui, à l'OTIS et dans toutes les organisations internationales, continuer à promouvoir le multilinguisme dans les travaux et les discussions qui y sont accueillis. Alors cette résolution, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Considérant que le multilinguisme, valeur fondamentale de l'Organisation des Nations Unies, concourt à la réalisation des objectifs de la Charte, donc à la réalisation de la paix et la sécurité internationale, à la réalisation du développement de relations amicales entre les nations, à la réalisation aussi de la coopération internationale. » Elle nous dit aussi, consciente que le multilinguisme est un moteur de la diplomatie multilatérale et qu'il contribue à promouvoir les valeurs de l'organisation, qui sont aussi d'ailleurs les valeurs de la francophonie fondamentalement. Considérant que le multilinguisme est un moyen de promouvoir, de protéger, de préserver la diversité des langues et des cultures dans le monde, ainsi que d'améliorer l'efficacité, les résultats et la transparence de ces activités. Enfin, considérant que le multilinguisme favorise, et ça c'est aussi évidemment très important pour nous tous, l'unité dans la diversité et sert l'entente, la tolérance et le dialogue entre les pays. À cette reconnaissance du multilinguisme comme moyen de promouvoir dans les discussions et les négociations internationales, dans les projets et les programmes de coopération, l'entente, la tolérance, le dialogue, à cette reconnaissance du multilinguisme comme un moyen de favoriser la transparence et l'efficacité, j'ajouterai, car je crois qu'elles sont aussi au cœur du multilinguisme, qu'elles sont au cœur des organisations comme l'OTIS et au cœur de la francophonie, j'ajouterai deux idées, celle de l'égalité entre les États et de l'inclusivité des débats et des travaux. Le multilinguisme, l'usage du français, mais aussi l'usage des autres langues qui sont celles de l'OTIS ou qui sont celles des autres organisations internationales, est fondamentalement un facteur d'égalité entre les parties prenantes à une discussion ou une négociation. Dans cet effort de promotion du multilinguisme, alors le français a évidemment, et vous attendiez bien que je le dise, le français a naturellement une place très importante à occuper, dès lors qu'il s'agit de la 5e langue la plus parlée au monde, d'une langue qui est parlée par plus de 320 millions de francophones et qui est une langue aussi en constante expansion. Je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point. Avant de conclure, et je répondrai aussi encore un peu plus directement à votre question, je voudrais souligner maintenant un risque qui est intimement lié à l'environnement monolingue, qui est une tendance à l'œuvre dans un certain nombre d'enceintes et d'organisations internationales.
et un risque qui est plus important encore, je crois, dans les enceintes scientifiques et techniques comme celle de l'Otis que dans d'autres. En effet, les experts techniques, et ma collègue de Belgique l'a déjà souligné, nos experts techniques qui sont susceptibles de participer activement au débat, de mettre leurs compétences au profit de ces discussions et des décisions dans ces enceintes, n'ont pas toujours la maîtrise nécessaire pour avoir l'aisance souhaitée en anglais. N'oublions pas que leur cursus universitaire, ceux qu'ils ont suivis dans la plupart des cas, l'ont bien souvent été dans la langue de leur pays d'origine ou dans une langue des Nations Unies qui n'est pas nécessairement l'anglais. Et c'est dans cette même langue autre que l'anglais qui est utilisée quotidiennement dans leur laboratoire qu'ils savent s'exprimer et le mieux faire passer leurs analyses et leurs idées techniques. Dans ce contexte-là, évidemment, ne pas avoir recours au multilinguisme, c'est prendre le risque de réduire de manière drastique la capacité de ces experts à comprendre les débats, mais surtout à y participer activement et à apporter d'importantes contributions. Donc, je finirai par là. Je crois que pour renforcer le multilinguisme et le multilatéralisme, c'est vraiment notre ambition. Nous devons poursuivre, et je suis moi aussi absolument ravie que la place de ce panel dans l'organisation de cette conférence témoigne le grand attachement des responsables de cette organisation à cette priorité qui est la nôtre. Et bien, pour renforcer le multilatéralisme, il faut aussi continuer à promouvoir le multilinguisme. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc vous avez insisté sur les valeurs d'universalité portées par le multilinguisme, également d'égalité et d'inclusivité. Donc je pense qu'il faut que je passe naturellement la parole à l'ambassadeur Manceau, parce que je sais que c'est des valeurs qui vous sont chères. Ah oui, je viens d'assister à un très beau plaidoyer, très documenté et précis. Mais en effet, le système multilatéral aujourd'hui est confronté à de grands défis. Il faut se souvenir que, pour l'essentiel, son architecture est antérieure à l'ère globale et numérique. Au moment où les fondamentaux, disons, du système onusien ont été posés, nous n'étions pas du tout dans la situation où nous sommes aujourd'hui, y compris par rapport à la dynamique d'innovation qui influencée évidemment par l'émergence du numérique, est passée d'une logique, disons, linéaire, avec un temps d'incubation assez long, à, on le voit quotidiennement, à une logique qui est beaucoup plus éruptive, qui est instantanée, qui change le rapport au temps et à l'espace. Je disais tout à l'heure que sans doute le point d'équilibre du débat politique se situe quelque part entre les enjeux culturels et les enjeux technologiques, pour l'essentiel aujourd'hui, et on peut reprendre la plupart des grands défis en matière de paix et de sécurité, de droits de l'homme, de développement. On va voir que cette matrice s'applique. On ne peut pas concevoir les choses autrement qu'avec cette ambition d'inclusivité forte, ce qui nécessite en effet une meilleure prise en compte de la question du multilinguisme, et ne pas voir la langue comme simplement quelque chose de fonctionnel, mais aussi comme ce véhicule de culture. Ce qui circule dans une langue, ça n'est pas justement l'instantanéité, c'est aussi toute cette richesse, tout le développement historique, et c'est parfois la seule manière de pouvoir réellement toucher, atteindre quelqu'un dans sa compréhension, dans son intellect le plus profond. Donc il faut s'en préoccuper, probablement plus, je dois bien dire, que la plupart des organisations internationales n'ont pu s'en préoccuper au cours des dernières années. Certes, elles ont
quelques excuses, notamment le fait que les budgets qui leur sont nécessaires ne sont pas toujours accordés. Néanmoins, justement, ce secteur, la question du multilinguisme, de l'interprétation, de la traduction, ne doit pas être le facteur d'ajustement budgétaire. Et pour avoir suivi, et je suppose ne pas être le seul dans cette salle, de temps en temps les débats de la 5e commission à New York, on peut constater que trop souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe sans penser aux implications. Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle désormais dans tous les domaines. Alors, l'intelligence artificielle est moins récente qu'on ne veut bien le penser, mais une bonne partie de l'intelligence artificielle générative est basée sur la documentation existante, accessible et souvent gratuite. C'est intéressant pour les entreprises qui la développent. Donc, par exemple, sur les documents produits par les Nations Unies, et évidemment, le fait qu'il y ait peu de diversité linguistique a pour conséquence un appauvrissement également de la pensée et de la langue de ces intelligences artificielles qui vont pourtant être de plus en plus présentes dans nos vies de toutes les façons. Donc soyons aussi conscients de cet enjeu et soyons capables de relever les défis de l'avenir, de sortir des silos, d'être capables d'anticiper, parce que c'est ça la survie évidemment, je dirais même au-delà du système multilatéral, d'un équilibre sur cette planète, même s'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir améliorer, mais soyons capables de le faire en pensant aussi à ces enjeux fondamentaux et en étant capables de dépasser le court-termisme. Je vous remercie. Avant de poser une question à l'ambassadeur de Belgique, je voudrais rappeler à ceux qu'il y aura une session de questions-réponses, et donc ceux qui nous suivent en ligne peuvent poser des questions sur l'application, ceux qui sont ici également. Je pense que vous avez tous téléchargé l'application. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra à la fin de la discussion. Donc, la Belgique est un pays francophone, mais également néerlandophone et, dans une moindre mesure, germanophone. Vos diplomates sont plurilingues. Dans vos ambassades, on y parle quotidiennement les 3 langues. En quoi ce multilinguisme, qui commence dans les écoles primaires belges et qui est présent tout au long de la formation de vos diplomates, est un véritable atout dans les discussions internationales auxquelles la Belgique prend part? Oui, merci pour cette question. En effet, je pense que la Belgique, par sa nature même, peut donner une contribution significative à la discussion. Et mon compatriote et collègue, l'ambassadeur Monceau, a déjà commencé à répondre à la question en disant, voilà, c'est vrai, la langue, c'est beaucoup plus qu'un ensemble grammatical, c'est aussi vraiment un vecteur de culture et d'identité. Et nous sommes plus de 11 millions de Belges, mais nous ne sommes certainement pas identiques, et beaucoup de notre culture, aussi de notre belgitude, se véhiculera et sera différente en fonction de la langue maternelle que nous avons. Sans vous faire un cours, je vous rassure tout de suite, de droit constitutionnel belge, je veux juste rappeler que notre pays, en effet, se compose de 3 communautés linguistiques, la communauté flamande, la communauté française de Belgique et la communauté germanophone, et que ces communautés déterminent l'usage des langues dans l'éducation, dans l'administration et dans les relations commerciales, sociales, etc., sur les régions séparées que sont la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Alors en principe, chaque région est unilingue, sauf Bruxelles qui a un statut particulier parce que c'est une région bilingue. Et donc le multilinguisme fait partie du quotidien de chaque Belge, est aussi visible au sein du gouvernement fédéral où il y a une parité linguistique, c'est-à-dire qu'il y a un même nombre de ministres francophones que néerlandophones. Et au-dessus de tout ça, il y a le Premier ministre que pour la durée de son mandat, quelle que soit sa région ou sa langue d'origine, sa langue maternelle, on constitue, et ça fait toujours beaucoup rire, on le considère comme asexué linguistiquement. Et
ce multilinguisme ou ce bilinguisme, trilinguisme, nous le pratiquons aussi dans l'administration fédérale avec au moins un bilinguisme passif, c'est-à-dire que chacun est autorisé à parler sa propre langue et l'autre est censé comprendre cette langue. Dans la diplomatie belge, nous sommes au minimum trilingues, français, néerlandais et anglais. Et là aussi, il y a une parité des diplomates, donc un même nombre de diplomates néerlandophones du groupe linguistique néerlandophone et du groupe linguistique francophone. Et bien sûr, cette ouverture aux langues facilite la communication puisque on peut vraiment mieux comprendre les autres, apprécier la richesse des autres langues et des autres modes de pensée. Donc ça permet aussi aux diplomates belges, que ce soit au sein de la Belgique ou aussi vers l'extérieur, d'avoir des relations plus proches et plus de confiance avec les autres diplomates et de mieux véhiculer certains messages et de favoriser la recherche de consensus. Alors, pour le système éducatif, en théorie, en effet, les enfants apprennent la deuxième langue nationale dès leur plus jeune âge, mais dans certaines régions, comme en Wallonie, le choix de la langue est laissé à l'élève. Et dans ce cas-ci, il se peut qu'il ne choisisse pas pour la deuxième langue nationale, mais qu'il choisisse l'anglais. Il a été observé que un élève sur 3 choisit le néerlandais aujourd'hui dans les écoles francophones, alors que c'était 1 sur 2 il y a 8 ans. Donc il y a une baisse d'intérêt, malheureusement, pour l'apprentissage de l'autre langue nationale. Donc c'est quelque chose auquel aussi en Belgique, même avec le bilinguisme qu'on a et qui est omniprésent, il faut qu'on continue à travailler, à maintenir ce multilinguisme et la connaissance de l'autre aussi et surtout à travers sa langue. Merci. Je vous remercie. Je vais passer la parole à un autre grand pays multilingue, donc la Côte d'Ivoire. Le français, qui est la langue officielle en Côte d'Ivoire, n'a jamais supplanté les langues africaines. On en dénombre une 60aine en Côte d'Ivoire. Les langues ivoiriennes ont même influencé le français, de sorte qu'il est né un français ivoirien appelé Nouchi, populaire et très dynamique. Je vous invite à regarder un petit peu des vidéos, c'est passionnant. Donc j'imagine que vous parlez, vous comprenez plusieurs de ces langues. Est-ce que les diplomates du continent africain sont bien conscients que leur multilinguisme est un atout, même si ce sont des langues qui ne sont pas des langues officielles des Nations Unies? Et donc c'est un atout et vous pouvez en tirer un parti, et parce que face à vous, il y a sans doute des diplomates anglophones qui, eux, ne maîtrisent qu'une seule langue. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est un membre fondateur de la francophonie. Elle contribue aussi à l'enrichissement du multilinguisme. Comme vous l'avez si bien souligné, la prédominance du français en Côte d'Ivoire n'affecte pas les langues locales, qui elles-mêmes influencent le français. Ainsi, en Côte d'Ivoire, il a été créé un langage populaire qu'on appelle le Nouchi, qui est un mélange du français et des langues locales africaines, qui est un moyen de communication efficace, en particulier parmi la jeunesse, qui représente 60% de la population. Donc le Nouchi, c'est vrai qu'à ce stade, n'est pas encore une langue à part entière, mais c'est le langage de communication par excellence. Comment en est-on arrivé au Nouchi? Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays à forte hétérogénéité linguistique. Nous avons 60 ethnies. Et au lendemain des indépendances, comme le gouvernement avait fait le choix de la langue officielle comme le français, il fallait que les populations, les différentes communautés communiquent. Et ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu aussi, c'était si nous nous retrouvons à l'étranger, contrairement à ce qui se passe dans certains pays où il y a des langues locales qui sont des langues nationales, si 2 Ivoiriens se retrouvent ici, nous sommes obligés de parler le français, ce qui veut dire que les collègues qui sont à côté peuvent entendre. C'est ainsi qu'est né le Nouchi. Et aujourd'hui, le Nouchi est avancé, puisque aujourd'hui, le dictionnaire français a reconnu, a intégré aujourd'hui plusieurs mots du Nouchi dans le Larousse français. Et par exemple, le boucantier,
boucantier qui veut dire celui qui frime, qui aime le luxe, qui distribue de l'argent lorsqu'il y a des cérémonies. Il y a par exemple le mot go qui se trouve aujourd'hui dans le dictionnaire français, qui signifie la femme. Et il y a beaucoup d'autres mots qui sont intégrés. Et donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire contribue de sa manière à l'enrichissement du multilinguisme. Le deuxième volet de votre question, c'est de savoir les atouts du multilinguisme. Je crois qu'après les interventions magistrales de mes collègues de la France, de la Belgique et de frère, les atouts sont évidents. Je voudrais insister sur deux aspects. Par exemple, l'inclusion sociale et professionnelle, pour nous qui sommes les diplomates en poste, c'est très important. Aujourd'hui, quand il y a des avis de vacances de poste, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, bon, vous partez un peu handicapé. Donc aujourd'hui, le multilinguisme, c'est très important. L'autre aspect à souligner aussi, c'est que c'est un facteur de développement et de dialogue interculturel, parce que c'est vraiment le multilinguisme, c'est une richesse qui ouvre l'esprit, qui développe les valeurs de démocratie et de tolérance. Donc, en ce qui nous concerne, les diplomates africains, nous sommes très conscients des avantages du multilinguisme et en Côte d'Ivoire spécifiquement, conscients de la valeur des atouts du multilinguisme. Aujourd'hui, dans nos systèmes scolaires, à partir du premier cycle du collège, vous apprenez 4 langues. C'est-à-dire qu'il y a le français qui est obligatoire, l'anglais est obligatoire et il y a 2 langues internationales au choix, c'est-à-dire l'arabe et l'allemand. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est le pays qui apprend le plus, qui a le plus grand nombre d'enseignants allemands. On a 2500 professeurs allemands et plus de 2 millions d'apprenants en allemand. Mais malheureusement, cette politique ne continue pas à l'université. Après le lycée, une fois que vous choisissez votre filière à l'université, bon, il y a une interruption. Donc, au niveau des langues locales aussi, depuis 2001, le gouvernement a décidé de valoriser les langues locales africaines. Ainsi, il y a un projet qui est en cours, qui connaît 3 phases. Il y a l'expérimentation, la régionalisation partielle et puis la généralisation. Nous sommes actuellement au stade de l'expérimentation, où il y a 10 langues locales qui sont enseignées au préscolaire et à l'école primaire, dans 10 villages. Et je pense qu'après cette phase, nous allons passer à la généralisation, à la régionalisation partielle avant la généralisation. Donc, je voudrais vous dire que, effectivement, pour les diplomates, le multilinguisme présente un atout. Merci. Merci. J'ai une dernière question. Alors, je pense qu'on a déjà répondu partiellement, mais je vais quand même vous la reposer parce que je pense qu'il y a des choses à redéfinir. Les organisations internationales reconnaissent la diversité des peuples et des cultures de leurs États membres, et cela passe par leur reconnaissance de la diversité des langues. On a vu en quoi le respect du multilinguisme était une condition essentielle du multilatéralisme, mais en quoi c'est aussi un gage de bonne gouvernance des relations internationales. Je pose la question à la représentante de la France. Merci beaucoup. Comme je l'ai souligné, fondamentalement, le multilinguisme encourage aussi l'efficacité, est un facteur d'efficacité et il permet une plus grande transparence. Il rend les travaux des organisations internationales plus accessibles à un certain nombre de leurs États membres, mais pas seulement à leurs États membres. Il rend aussi les travaux des organisations internationales, le fruit de leurs réflexions, fondamentalement plus accessibles à nos populations, à nos peuples et à nos sociétés qui ont un intérêt, du moins je l'espère, et en tout cas c'est ce à quoi un diplomate s'efforce tous les jours, d'expliquer et d'intéresser nos populations, nos opinions publiques, nos contribuables aussi, qui contribuent à financer le travail de ces organisations internationales, et bien tout simplement à ce qu'elles font, et on le fait d'autant mieux qu'elles le font dans différentes versions linguistiques qui rendent à nouveau ces travaux, ces publications, ces communications plus accessibles au grand public. Je vous remercie. J'aimerais passer maintenant à la dernière partie de cette discussion. On a compris l'intérêt de l'apport de la francophonie
et du multilinguisme dans les discussions internationales, et on se rend compte qu'il y a encore des progrès à faire. Et donc j'aimerais qu'on ouvre un peu sur les perspectives. On a commencé un petit peu à en parler. Je vais d'abord me tourner vers l'OIF. Dans la déclaration de Djerba, adoptée l'année dernière par les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, on peut y lire la phrase suivante. Dans les organisations internationales et régionales, où la langue française bénéficie du statut de langue officielle et ou de langue de travail, si celle-ci est notre seule langue officielle, nous nous engageons à nous exprimer à l'écrit comme à l'oral en français. Si nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée sur le papier, comment se fait concrètement son application au sein des organisations internationales ? On a, je pense, collectivement apporté beaucoup d'éléments de réponse déjà à cette question. Je voudrais peut-être revenir sur un aspect qui est le fait, alors souvent la francophonie et d'autres organisations du même type en dehors du Commonwealth sont un peu mises sous pression en disant mais comment pouvez-vous faire plus pour la langue ? Je crois que c'est un peu inverser le problème quand même, parce que très souvent, bien entendu, les organisations internationales comptent sur certaines organisations qui ont au cœur de leur charte la langue, alors qu'il s'agisse encore une fois du français, de l'espagnol, d'autres langues, pour demander un soutien supplémentaire en termes d'interprétation, de traduction, pour aller plus loin dans la diversité. Mais comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, l'enjeu n'est pas tellement celui-là, il n'est pas j'ai failli dire tick the box, de faire en sorte qu'il y ait un engagement formel qui soit rempli. C'est bien plus de comprendre à quel point il est essentiel, en effet, d'avoir cette ouverture et cette qualité d'écoute au sein du système multilatéral pour permettre la parole la plus efficace, la plus vraie. Idéalement, évidemment, il faudrait qu'un bien plus grand nombre de langues soient utilisables dans la discussion internationale, ce qui sera peut-être d'ailleurs possible assez rapidement grâce au progrès technologique, au moins dans certaines enceintes et sous certaines formes. Mais il faut garder cette capacité d'ouverture, et il faut garder surtout cette volonté politique au cœur de l'enjeu même des organisations. Il faut que chacun puisse se rappeler à tout moment que c'est important. Et c'est vrai que ce que les chefs d'État et de gouvernement ont voulu rappeler à Djerba en adoptant cette déclaration, c'est que parfois eux-mêmes, évidemment, j'ai failli dire, ont du mal avec leurs propres diplomates et qui sont parfois mis sous pression, qui sont parfois dans une position un petit peu inconfortable dans un contexte où tout le monde s'exprime dans la même langue ou dans le même succédané de langues. Mais bon, alors parfois les chefs d'État eux-mêmes se laissent un peu aller et montrent leurs grandes compétences linguistiques. Donc tout ça est évidemment complexe dans un monde qui change, mais encore une fois, soyons conscients du fait que sans la diversité, le monde que nous construisons tous collectivement sera un monde bien plus pauvre et bien plus à risque. Et là, il y a encore une fois une connexion directe à faire entre cette question du multilinguisme, celle de l'innovation, de la technologie, des enjeux qui sont au cœur de cette conférence, et puis celle qui est le but ultime de la préservation, de la paix et de la sécurité à l'échelle de la planète. Je vous remercie. Je vais me tourner vers la France maintenant. Toujours à la recherche de solutions concrètes, la France avait, à l'occasion de la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2022, commandé au professeur Christian Lequesne un rapport sur la diversité linguistique et la langue française dans les institutions européennes.
Nous avions reçu son auteur à Vienne l'année dernière, je crois que certains d'entre vous étaient présents. Et comme il le disait, l'objectif de ce rapport n'est pas de chercher à remplacer le monolinguisme anglais par un monolinguisme français. Il s'agit de réellement promouvoir le multilinguisme, car la défense du français passe par celle de la diversité linguistique. Ce rapport, qu'on appelle rapport Lequen, présente une série de recommandations pour les institutions européennes, mais certaines pourraient vraiment être appliquées à l'ensemble des organisations internationales. Est-ce que la France, en tant que, puisque vous tenez le secrétariat du GAF, est-ce qu'il y a des mesures concrètes que vous avez retenues et que vous pensez pour aider à la mise en œuvre de plus de francophonie et de multilinguisme dans les organisations internationales? Merci beaucoup et merci de mentionner ce rapport qui était en effet l'un des axes forts de la réflexion française sur le multilinguisme durant notre présidence de l'Union européenne. Alors, comme vous l'avez dit, ce rapport comporte 26 recommandations qui étaient tout à fait intéressantes et stimulantes. Alors, je sens bien que là, maintenant, comme je vous ai déjà cité un certain nombre de considérants d'une résolution, sans doute vous avez peur que je vous cite les 26 recommandations. Alors, je vous rassure, je n'en ferai rien et j'en sélectionnerai simplement quelques-unes. Une petite dizaine. Alors, la première qui nous semble peut-être un point de départ, ça serait, comme cela se fait à l'ONU à nouveau, d'encourager la production chaque année d'un rapport sur le multilinguisme qui permette de procéder à une évaluation de la pratique du multilinguisme dans les organisations et notamment à l'OTIS. Il y a une autre proposition qui est bien connue mais qui garde vraiment toute son importance, c'est celle de demander un recours systématique à l'interprétation dans les groupes de travail, pas seulement en plénière, mais aussi dans les groupes de travail. Alors c'est ce qui est fait à l'OTIS. Je ne dirais certainement pas le contraire pour toutes les sessions formelles de la commission préparatoire et de ses organes subsidiaires. Et d'ailleurs, de récents progrès ont été faits dans ce domaine, puisque désormais, les sessions des groupes d'experts du groupe de travail B sont également interprétées. Et puis, il est possible aussi de regarder à la demande sur le site sécurisé de l'OTIS les vidéos des sessions des différents organes statutaires avec une bande-son dans les 6 langues. Tout ça, ce sont certainement de réels progrès, il faut le souligner, le reconnaître et le saluer. Le recours à l'interprétation soulève néanmoins encore un certain nombre de désaccords, on le sait, car il implique une augmentation des coûts et donc du budget des institutions concernées. Mais j'espère, avec mon plaidoyer précédent, vous avoir bien convaincu de l'importance d'allouer ces fonds à la défense du multilinguisme. Il y a une autre piste qui pourrait être explorée, c'est celle de recommencer tout simplement à écrire dans des documents sources dans d'autres langues que la seule langue anglaise. Le rapport propose par exemple de limiter la rédaction des documents qui sortent dans une seule langue, c'est-à-dire l'anglais, à 50% des documents produits. Il y a un autre enjeu, et ça je sais que vous êtes tous très au fait déjà de cet enjeu, qui se situe dans la pratique linguistique des employés de l'organisation, et en particulier des employés à des fonctions d'encadrement. Si ceux-ci s'expriment majoritairement en anglais, c'est certainement une pratique sociale, car les études montrent en réalité, et pour nous c'est évidemment une source de promesses et d'espoir, qu'ils n'ont absolument pas perdu la connaissance de toutes ces autres langues étrangères qu'eux-mêmes maîtrisent, car ils sont très nombreux à en maîtriser bien d'autres que l'anglais. Il s'agirait donc en fait d'encourager la pratique des langues étrangères autres que l'anglais. Une autre possibilité serait aussi de mettre en place une obligation statutaire de prouver ses capacités linguistiques en cas de promotion à des postes d'encadrement supérieur. Mais là, on est déjà probablement une étape plus loin. Enfin, ça se joue bien sûr au niveau des processus de recrutement, car à l'heure actuelle, la seule maîtrise de l'anglais suffit pour intégrer certaines organisations, et je crois que l'OTIS en fait partie,
Alors peut-être que demander ou mettre en place des épreuves dans 2 langues serait déjà un immense pas. Enfin, je voudrais mentionner une dernière piste pour faire vivre le multilinguisme dans les institutions comme l'Otis. C'est celle de permettre aux utilisateurs d'accéder le site internet institutionnel en plusieurs langues. Et à ce stade, certainement, comme vous le mentionniez, Monsieur l'ambassadeur, l'innovation technologique et la traduction automatique seront sans doute un moyen efficace qui vont nous aider pour évoluer aussi vers plus de multilinguisme dans la communication officielle. Alors évidemment, il faudra un certain nombre de clauses de protection juridique, il faudra des investissements massifs, une fois encore, dans des logiciels de traduction, mais c'est en tout cas une voie prometteuse. Merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à la Côte d'Ivoire, puisque on l'a vu, l'origine de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est l'Afrique, mais l'avenir de la francophonie passe aussi par l'Afrique. On compte aujourd'hui 327 millions de francophones en 2023, soit une progression de 6 millions par rapport à 2022. Et cette progression est surtout liée à la croissance de la population africaine, alors que l'Europe perd des francophones. Donc pensez-vous que cette maîtrise du français qu'ont les diplomates ivoiriens et vos collègues de l'Afrique francophone puisse devenir un atout dans les discussions internationales au vu de la progression de la francophonie? Merci beaucoup. Je pense que je pourrais ajouter que l'Afrique est aussi bien le berceau, mais comme vous l'avez dit, l'avenir de la francophonie. Au-delà des données démographiques, il y a aussi les données économiques. Pendant longtemps, l'Afrique a été présentée comme un continent de misère, mais tout le monde constate aujourd'hui que l'émergence se trouve en Afrique. Les pays africains sont engagés sur la voie de l'émergence et du développement économique. Et cela se traduit par, vous voyez, tous les grands pays aujourd'hui ont un cadre de coopération avec l'Afrique. On peut citer France-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique et tout ça. Donc, au-delà des données démographiques, il y a aussi les données économiques qui font croire que l'avenir de la francophonie, c'est aussi en Afrique. À cela s'ajoute un troisième élément, il y a le nombre d'apprenants en français. Aujourd'hui, le nombre d'apprenants en français progresse en Afrique, y compris les pays francophones, mais aussi les pays anglophones. Si vous avez, il y a des pays comme le Ghana, il y a des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le nombre d'élèves dans les alliances françaises est très important. Et au-delà de tout ça, ce que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas un acquis. C'est vrai que nous avons les données économiques, les données démographiques, et la francophonie doit continuer à jouer son rôle, être éveillée, parce qu'il y a aussi la menace d'autres langues, comme vous le savez. Donc, il y a l'hégémonie de l'anglais, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la persistance de certaines idées reçues. Aujourd'hui, la jeunesse africaine représente 60% de la population. Et les idées reçues, le français est considéré comme une langue coloniale pour certains, une langue d'aliénation ou bien une langue de domination de la classe élitiste. Donc ça veut dire qu'il y a du travail de sensibilisation et aussi à faire à ce niveau pour briser ces idées reçues-là. Et dans ce contexte, pour le diplomate africain comme ivoirien, la francophonie, c'est un atout. Vous avez donné quelques données tout à l'heure. Le monde francophone, aujourd'hui, c'est 16% du PIB mondial. La francophonie, la langue française, c'est la 6e langue utilisée dans le monde, la 2e la plus apprise, et la 3e langue dans le monde des affaires. Donc pour nous, diplomates africains, avec une communauté linguistique qui comporte plus de 88 pays, 88 entités affiliées, c'est une opportunité par rapport à la mission du diplomate africain aujourd'hui, qui est la diplomatie économique. Donc la francophonie peut permettre aux diplomates africains, et ivoiriens en particulier, de promouvoir la destination de leur pays, et l'attractivité des hommes d'affaires et trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises africaines. Donc à ce niveau, je pense que la francophonie est un atout. Ce que je voudrais ajouter enfin, c'est que
il faut que le monde, au niveau des alliances françaises, la prise de positions communes au niveau de certains enjeux, il y a beaucoup plus de cohérence. Et comme je l'ai dit, les jeunes en Afrique aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à certaines positions prises par la francophonie, sinon apprendre par la francophonie. Les valeurs de démocratie qui sont prônées dans la mission, les décisions de la francophonie, l'état des droits, le respect des droits de l'homme, c'est des questions sur lesquelles il faut travailler pour que la jeunesse africaine, sur le gouvernement africain, puisse avoir confiance à cette instance qui quand même a montré qu'elle est un acteur important sur la scène internationale et un acteur clé en matière de politique, en matière de relations internationales. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'ai une dernière question pour la Belgique avant qu'on passe aux questions du public. J'aimerais parler du multilatéralisme qui est aujourd'hui confronté à de multiples crises, notamment la guerre en Ukraine, mais également la mise en œuvre partielle de l'accord de Paris sur le climat, la sortie des États-Unis d'un certain nombre de traités. L'ambassadeur Monceau l'a évoqué tout à l'heure, la francophonie peut apporter des déblocages face à des situations tendues ou des négociations ardues. Est-ce que vous auriez d'autres exemples peut-être ou d'autres situations où la francophonie et le multilinguisme peuvent débloquer des situations? Oui, je pense que mes collègues ont déjà aussi évoqué plusieurs exemples et plusieurs avantages par rapport à la francophonie, par rapport au multilinguisme. Et j'aimerais en appuyer deux qui ont été faits là tout justement. Tout d'abord, de mon collègue ivoirien, cette nécessité, je pense, en effet, ce n'est pas de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais de continuer à travailler par rapport aux jeunes, par rapport à d'autres communautés, sur cette importance du français, mais aussi simplement de parler plusieurs langues comme pont vers d'autres cultures et comme moyen de communication. Et là, je rejoins aussi tout à fait ce qu'a dit ma collègue française. Je regarde ici un peu dans la salle et on a des grands spots, donc je ne vois pas tout, mais je ne vois pas tellement de personnes avec des casques. Ça veut dire que nous prêchons en fait des convaincus. Et je pense ce que l'ambassadrice de France a dit sur le fait que ce multilinguisme devrait surtout être prêché par rapport à ceux qui pensent en avoir le moins besoin, c'est-à-dire des personnes avec la langue comme langue maternelle, l'anglais. Je pense que ça, c'est très très important. Quelle que soit la deuxième langue qu'on peut apprendre en tant qu'anglophone, que ce soit le français ou l'arabe ou le chinois, mais je pense que rien, quelle que soit la deuxième langue, je pense que c'est vraiment très important dans le fait justement de construire ces ponts. Et alors j'en viens à votre question sur la francophonie et le multilinguisme face à des situations de crise. Mais comme ça a déjà été dit, je pense que en termes de médiation et de facilitation des négociations, c'est vraiment très important parce que ça facilite la compréhension mutuelle, ça favorise la recherche de solutions communes. Donc là, je pense que cet échange, il y a vraiment un rôle important à jouer. La francophonie et le multilinguisme, ça peut être une promotion d'un dialogue inclusif. J'ai nommé là tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du groupe des ambassadeurs francophones, où même si on ne partage pas tout à fait les mêmes positions, mais la langue nous permet de mieux nous expliquer et de quand même avoir une position qui se rejoint. Mais la langue peut aussi être un véhicule exclusif. Et justement, vous faisiez référence à l'Ukraine. Je pense que depuis l'invasion russe en Ukraine, les Ukrainiens, du moins de ce que j'entends à Vienne, n'utilisent plus du tout le russe dans les organisations internationales et sont passés à l'anglais. Et là, c'est un signal politique très fort, puisque je pense que la majorité de leurs diplomates et de leurs experts s'expriment beaucoup mieux en russe
qu'en anglais, mais c'est un signal en disant non, nous rejetons cette langue qui fait partie aussi quelque part de notre culture, mais qui est la langue de notre envahisseur, et avec cela, nous donnons un message politique fort. Nous avons parlé là tout à l'heure aussi des compréhensions, que la langue c'est plus que juste une langue, c'est une meilleure compréhension des enjeux politiques, des enjeux culturels qui peuvent être très importants de comprendre dans une négociation. Et je voudrais peut-être citer comme dernier point aussi quelque chose qui a été dit par ma collègue française, c'est le fait que le multilinguisme permet aussi, au-delà des négociations qui se retrouvent en petit comité et dans une salle ou dans une organisation internationale fermée, mais de faire passer des messages et d'avoir un soutien de la base, disons, du grand public, de nos concitoyens, et je pense que ça c'est très important. Merci. Merci. Je pense qu'on a le temps, on a quelques minutes encore pour des questions du public. N'hésitez pas à lever la main et vous aurez un micro qui va vous arriver comme par enchantement. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre des questions en ligne. Pas de questions dans la salle ? Donc, une des premières questions qui nous est parvenue en ligne, et je vais vous la lire, la traduction des documents a un coût non négligeable pour certaines organisations internationales. Alors, la mise en place d'un fonds dédié à cet effet par le groupe des pays francophones est-elle une bonne solution ? Je ne sais pas si c'est le secrétariat qui veut répondre, si c'est l'OIF, qui veut prendre cette question ? Alors oui, ça a un coût, c'est évident. Tellement de choses ont un coût important et les processus délibératifs de manière générale, les processus démocratiques ont un coût important et nécessitent une information pertinente, adéquate. Ceci en fait partie. Ni plus ni moins. Voilà, donc après les solutions techniques qui peuvent être trouvées sur le plan de l'ingénierie financière, bon, je crois qu'il y a une grande variété qui peuvent être imaginées et qui doivent continuer à être identifiées, mais je le redis, ça a été dit également par Madame l'ambassadrice de la France, il y a aujourd'hui de plus en plus de solutions technologiques qui permettent une traduction à moindre coût. Il y a notamment, par exemple, un outil que l'on va rendre public très prochainement, mis au point par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, basée à Genève, et avec qui nous avons travaillé pour la version francophone, mais qui va exister dans toutes les langues officielles des Nations Unies, qui permet, par exemple, de sortir d'une réunion comme celle-ci avec le compte-rendu déjà établi dans toutes les langues de travail. Et ça, c'est une intelligence artificielle générative qui permet de le faire de manière quasi instantanée. Là, il y a des coûts de développement, mais après, il y a moins de coûts, évidemment, de production à l'unité. Donc, les solutions existent. Et encore une fois, je crois que tout le propos, et j'insiste beaucoup pour dire qu'il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour le français uniquement, mais vraiment d'un plaidoyer pour le multilinguisme. Je crois que nous nous rejoignons tous pour le dire. Le propos, c'est qu'il s'agit là de quelque chose d'essentiel et de consubstantiel au multilatéralisme. Donc, après se poser des questions, je dirais, prosaïques. Alors oui, ça fait partie bien sûr du débat, mais on ne peut pas limiter justement ce débat à cela. Ça m'amène à la deuxième question que je trouve très intéressante. Quelqu'un qui nous écrit qu'il semble que les francophones soient en première ligne de la défense du multilinguisme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est vraiment, nous les francophones, ou on a d'autres groupes linguistiques qui se battent également pour le multilinguisme? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Madame l'ambassadeur.
Oui, je pense que pas du tout. Il n'y a pas de monopole de la langue française sur ce débat. Je pense que l'espagnol est en très bonne position et d'autres. Je regarde par exemple au niveau de l'Union européenne où les 3 langues de travail sont le français, l'anglais et l'allemand, et où aussi les représentants germanophones sont souvent très à cheval sur le respect de ces règles. Donc je ne pense pas du tout que c'est juste dans la sphère francophone qu'on essaye de promouvoir et de maintenir le multilinguisme. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter? Oui. Merci. Je voudrais revenir très brièvement sur la question précédente, juste pour dire que si nous sommes d'accord pour considérer que le multilinguisme est une sorte de valeur universellement partagée et quelque part, j'ai envie de dire, un bien commun, à partir de là, on peut considérer qu'il est plus en harmonie, disons, avec la reconnaissance de cette valeur commune, de ce bien commun, le fait que chacun qui y adhère contribue à faire vivre ce multilinguisme. Et je trouve que demander aux différents groupes linguistiques de prendre à leur charge les coûts de financement de l'interprétariat ou de la traduction dans leur propre langue, évidemment, ça peut apparaître comme une solution aisée, mais en réalité, c'est précisément la négation du fait que le multilinguisme est une valeur commune et un bien commun. Donc je proposerais que nous allions plutôt vers des solutions telles que celles que l'ambassadeur esquissait et qui permettent, grâce aux bienfaits de l'innovation, de réduire ces coûts. Et je suis parfaitement d'accord avec ma collègue que non, la francophonie n'est pas la seule à défendre la valeur d'abord de l'emploi du français, mais plus largement du multilinguisme. Et nous avons des échanges et des dialogues avec les autres groupes linguistiques. Le groupe des ambassadeurs francophones dialogue avec les autres groupes linguistiques ici dans les organisations internationales à Vienne pour promouvoir tous ensemble toutes les langues et pas juste le français. Merci. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On va conclure, à moins que quelqu'un veuille encore intervenir. Je voulais remercier les 4 intervenants pour ces échanges passionnants et je voulais remercier le public pour son attention. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas qu'à 18h30, il y a une table ronde en français qui s'appelle « Activité régionale de renforcement des capacités pour les responsables et les opérateurs de stations du SSI dans les pays francophones d'Afrique ». Cette session, il n'y aura pas d'interprétation. Et donc, en parallèle, il y a une table ronde en espagnol et une table ronde en arabe. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne après-midi.